Bonjour et merci de nous retrouver, de bien vouloir être fidèle à ma chaîne Chronique d'une colère ordinaire. Aujourd'hui, mercredi 12 octobre 2016, donc je vais mettre en vidéo le troisième sujet de cette chaîne. Le premier a été sur les lobbies, le deuxième sur le TAFTA et le CETA. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'argent et de la dette. Alors j'avoue que j'étais moi-même un peu novice dans ce domaine. Et quand j'ai commencé à m'interroger sur, en fait, qu'est-ce que l'argent ? Comment est-il créé? Parce que je m'étonnais de cette dette qui s'accroît tout le temps, dont on nous rabat les oreilles. Des États, j'avais cru comprendre que les États empruntaient aux banques, leur prêtaient d'abord de l'argent, puis ensuite empruntaient à un taux supérieur à ce qu'ils récupéraient. Donc je commençais à m'interroger et à me dire, est-ce qu'on n'est pas dans un monde de fous? Et c'est à partir de là que j'ai commencé à m'informer. Alors ce que j'ai découvert, bien entendu, c'est un monde de fous, quoi. Enfin, c'est un monde de fous, pas pour tout le monde, parce que c'est une volonté bien déterminée par le monde de la finance, de diriger le monde, en fait. Et c'est ce qui se passe. Donc je vais, dans un premier temps, faire une petite historique comme je fais d'habitude, c'est-à-dire revenir en arrière pour essayer d'expliquer comment les banques ont vu le jour et pourquoi elles ont ainsi évolué jusqu'à ce que nous connaissons. Et puis dans un deuxième temps, on essaiera de comprendre ensemble et j'essaierai de vous expliquer simplement. C'est pas compliqué, hein, mais c'est tellement simple d'ailleurs qu'on n'ose à peine y croire. Enfin, j'essayerai de vous expliquer le plus simplement possible ce que c'est que l'argent et comment il est créé. Voilà. Alors, au départ, si vous voulez, l'argent, c'était un symbole, c'était quelque chose qui représentait une valeur d'un bien, la valeur à laquelle qu'on accordait à ce bien, et on employait pour cela soit des pierres plus ou moins précieuses, soit des coris, des coquillages, soit des plumes, soit des fèves de cacao, enfin tout un tas d'objets qui avaient une valeur dans la vie sociale de l'époque, dans cette société, et qui par cette valeur donc représentait pour chaque objet par exemple plusieurs fèves, 3, 4, 10 fèves de cacao, une vingtaine de coris pour tel et tel objet en fonction de la valeur de l'objet. Donc il fallait qu'il soit portable, mobile, facile à transporter. Petit à petit on est arrivé à employer l'or et l'argent. Mais bon, l'or et l'argent, ce sont des métaux précieux, bien évidemment, l'or encore plus que l'argent, mais ce sont des métaux lourds. Et c'était embêtant, il fallait transporter des kilos d'or, etc. Donc c'était un peu extraordinaire. Alors cet or, on a ceux qui avaient de l'or à un moment donné, on demandait à l'orfèvre, celui qui avait l'habitude de travailler cet or et de l'entreposer, et qui avait donc des endroits et des entrepôts pour le faire, on demandait à ces orfèvres d'entreposer leur or, et en contrepartie de leur donner un reçu, bien évidemment, de cet or. Et puis, petit à petit, ces reçus qui ont été donnés, au lieu que ce soit l'or lui-même qui était mis en circulation, c'était les reçus qu'on mettait en circulation et qui étaient garantis par l'or qu'on avait déposé chez ces orfèvres. Alors, petit à petit, les 10 orfèvres se sont rendus compte que les gens ne venaient pas retirer leur or, ou tout au moins, ceux qui y venaient pas tous en même temps, il y en avait très peu qui le retiraient en fait. Donc, ils ont commencé à prêter sur de l'or qu'ils n'avaient pas.
Et puis ça s'est très bien passé pendant un certain nombre pendant beaucoup d'années. Et il y a eu, à un moment donné, il y a eu des doutes parce que l'orfèvre s'était enrichi de plus en plus. Et puis la nature humaine étant ce qu'elle est, il montrait cette richesse un peu trop ostensiblement. Et les gens qui avaient entreposé leur or chez eux ont commencé à avoir des doutes. Ils ont demandé à voir cet or, ils ont demandé des comptes et l'orfèvre a réussi, dans un premier temps, à montrer qu'il n'avait pas dilapidé l'or et qu'il avait encore de l'or chez lui. Alors à ce moment-là, les gens ont dit bon ben d'accord, et ben de toute façon, cet or, vous allez nous donner des intérêts sur le dépôt que nous faisons chez vous. L'orfèvre a donc bien été obligé d'acquiescer et il a donné des petits intérêts sur les dépôts, mais il prêtait à des taux supérieurs, donc il se rémunérait sur la différence entre l'intérêt donné et l'intérêt perçu. Mais bon, c'était pas terrible, enfin ils gagnaient, d'après lui, ils étaient pas suffisamment rémunérés, et cet argent, c'était pas suffisant, quoi. Ils étaient pas contents. Et petit à petit, compte tenu du fait que personne venait réclamer, ou presque, l'or qu'il avait entreposé, petit à petit, ils se sont même mis à prêter sur de l'or qui n'existait pas. Voilà. Et en fait, c'est à partir de là que nous sommes arrivés petit à petit à de telles exagérations qu'à un moment donné, bien entendu, les gens s'en sont rendus compte et le clash s'est produit. Alors, le clash, bien entendu, a ruiné pendant pas mal de temps la confiance que les épargnants avaient dans ces gens qui étaient des orfèvres, enfin qui étaient maintenant des banquiers d'ailleurs. Et l'État, le gouvernement, a été amené à intervenir dans tout ça. Mais en fait, on aurait pu croire qu'il allait supprimer toutes ces méthodes. Et cette façon de prêter sur de l'argent ou sans garantie, sans avoir une contrepartie chez soi, eh bien en fait non. Il a encadré cette pratique, mais en laissant une grande marge de manœuvre aux banquiers. C'est ainsi qu'on leur a permis de créer 9 unités d'argent fictif pour une unité d'or. Et il était prévu qu'en cas de ruée sur une banque, les banques centrales couvriraient les banques locales en leur prêtant de l'or. Alors en principe, la bulle ainsi créée ne pouvait pas s'effondrer, sauf s'il y avait un très grand nombre de demandes de retrait des dépôts d'or. Alors ce système de réserve fractionnelle est ainsi devenu petit à petit le système dominant dans le monde, et la fraction d'or qui garantissait la dette est progressivement arrivée à zéro. Alors, si autrefois l'argent représentait une contrepartie en or du billet que l'on détenait, aujourd'hui, un billet de 5 € n'a pas de contrepartie or. Il a simplement une autre contrepartie dans un billet de même valeur. Les gouvernements et les banques peuvent donc créer de l'argent sans contrepartie, en garantie, comme de l'or, et de l'argent autrefois. Il n'y a plus de garantie d'or et d'argent. Aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, on crée de l'argent à partir de dettes. Donc, le montant total de l'argent que l'on peut créer n'a qu'une seule limite, le montant total de la dette. On peut constater que la dette américaine, qui était de 5 millions de dollars en 1957,
est passé à 40, qui était, pardon, de 5 trillions de dollars en 1957, est passé à 45 trillions de dollars en 2006. Alors, les gouvernements placent une limite légale au montant de la création d'argent fictif en imposant des règles sur les obligations de réserve fractionnelle. Mais ces obligations, elles sont arbitraires. Hein. Les gouvernements, ils font ce qu'ils veulent. Ça varie d'un pays à un autre, d'une époque à une autre. Hein. Mais il avait été admis longtemps que pour créer 10 dollars d'argent dette, il fallait avoir une réserve en or de 1 dollar. On peut constater qu'en 2008, au moment de la faillite de Lehman Brothers, sur les 3200 milliards qui s'échangeaient sur les marchés financiers, 97,3% ne correspondaient en rien à des biens ou services réels, mais étaient de l'économie spéculative. Wall Street a versé en une année 140 milliards de dollars de bonus à ses traders. Environ 1000 personnes. C'est la moitié de la dette grecque. C'est au traité de Maastricht qu'il y a eu interdiction à la Banque centrale européenne de prêter aux États ou de racheter leurs titres. Cette interdiction a été largement imposée par l'Allemagne, obnubilée par le souvenir de la grande inflation au moment de la République de Weimar. Donc la banque fabrique de l'argent à partir de rien. Si vous voulez acheter un bien, mettons de valeur 500 000 euros, et que vous alliez demander cet argent, c'est un prêt à votre banque. Bon, après étude de votre dossier et acceptation parce qu'elle a conclu que vous étiez solvable, elle va consulter donc la Banque centrale, lui demander son accord, la Banque centrale va donner son accord, et à ce moment-là, la banque seulement va créer l'argent dans ses comptes, la monnaie scripturale. C'est seulement à ce moment-là qu'elle va créer l'argent. Elle va donc constater, d'une part, un débit d'un côté et un crédit de l'autre. Un débit, c'est vous qui serez débiteur envers elle, et un crédit, ça sera l'origine donc de l'argent. Elle aura d'un côté, elle aura donc équilibré ses comptes, et au fur et à mesure que vous rembourserez l'emprunt, votre compte débiteur va diminuer jusqu'à annulation de votre dette, et c'est à ce moment-là, l'argent qu'elle a créé va disparaître. Il n'y aura plus d'argent de créer, les 500 000 euros vont disparaître. Pour en recréer d'autres, il faudra d'autres dettes. Voilà. C'est à partir de là qu'on comprend que, on verra plus tard, qu'il faut toujours la dette pour avoir une création d'argent. Mais pour créer de l'argent, il y a ce qu'on appelle la réserve fractionnelle. C'est-à-dire qu'on s'accorde, elle est en évolution, mais au départ, cette réserve fractionnelle était un rapport de 1 à 9. C'est-à-dire que pour créer 9 euros d'argent de monnaie scripturale dans ses comptes, la banque devait déposer 1 euro auprès de la Banque centrale, en monnaie réelle, en bien réel. Donc, elle dépose à la Banque centrale 1 euro, ça lui permet de créer de l'argent fictif, scriptural, de 9 fois, 9 euros. Alors, bon, on verra ce ratio, il a beaucoup évolué, parce qu'il arrive maintenant à 20 contre 1, 30 contre 1, et même il arrive à disparaître totalement, c'est-à-dire qu'on crée de l'argent sur rien du tout. Alors le paradoxe, c'est bien, on crée de la monnaie massivement, donc, pour l'économie à travers les banques. On fait du crédit, donc, à des taux proches de zéro, aux banques, qui elles-mêmes vont prêter ensuite à des taux positifs aux États. Donc, en quelque sorte, on subventionne les banques pour prêter aux États.
Donc, c'est un paradoxe qui n'est pas résolu et qui est très certainement pas près de l'être parce qu'il n'y a aucune volonté politique pour le faire. Ça arrange beaucoup de monde. Alors, revenons à la Banque de France, qui n'a pas toujours été ce qu'elle est, puisque au départ, l'Europe n'existait pas. Donc, elle a été créée, enfin, tout au moins, voilà comment ça s'est passé. Le 6 février 1800, monsieur Pergaud, qui est un monsieur très riche, un homme d'affaires, qui représente des grands groupes d'intérêt, etc., vient voir le Bonaparte, donc, et lui propose la création d'une banque privée qu'il souhaiterait appeler la Banque de France. Alors, on voit déjà l'ambiguïté des esprits de ces gens. On va appeler la Banque de France une banque totalement privée. Alors, donc, déjà l'ambiguïté par rapport aux futurs déposants, qui vont croire qu'ils ont affaire à une banque d'État, alors que bien évidemment, ça n'a rien à voir. Et Bonaparte, il lui explique bien, d'une façon très claire, les termes sont très nets, je ne vais pas vous citer exactement ce qui a été dit, mais c'est très net, c'est une banque pour défendre les intérêts privés. Bonaparte donc réfléchit, et le 13 février 1800, il donne son accord à la création de la Banque de France totalement privée. Bon, tout ça, ça fonctionne correctement, ça fonctionne dans le sens qu'il souhaite, jusqu'en 1914, date de l'arrivée de la guerre, et devant les difficultés de la France pendant cette guerre, la Banque de France va être obligée de prêter à l'État des sommes de plus en plus importantes, et de 1914 à 1924, on multiplie par 10 la circulation monétaire. Bon, les prix sont multipliés par 5 et les banquiers sont presque tous ruinés. Les rentiers sont presque tous ruinés. Le 24 juillet 1936, on modifie les statuts de la Banque de France après un bras de fer avec le gouvernement Herriot qui avait conduit à un boycott des bons du Trésor, la Banque de France boycottant les bons du Trésor et mettant ainsi pratiquement l'État à genoux, presque en faillite. Alors, pour éviter ce genre de choses, la loi impose à la Banque de France que les administrateurs de la Banque de France seront nommés par l'État. En 1945, il y a un renforcement encore du contrôle de la Banque de France par l'État, et la Banque de France se met vraiment, véritablement au service de l'État, avec obligation pour les entreprises de déposer, pour les entreprises d'État, de déposer leurs fonds au Trésor public. Ce qui va permettre de financer les investissements de l'État, les grands travaux, les infrastructures, etc. Donc, par le biais du Trésor public, l'État contourne la Banque de France et se finance largement jusque vers les années 1970. Date à partir desquelles, la doxa libérale commence à prendre de l'ampleur et cette position va petit à petit arriver à être remise en question et la Banque de France va être attaquée de plus en plus et perdre son indépendance. En 1972, de nouveaux statuts de la Banque de France sont décidés, et sans mettre fin aux prêts faits à l'État par la Banque de France, on en complique l'accès. C'est un début d'attaque sérieuse, on en complique l'accès du financement de l'État par la Banque de France. Ensuite, on a l'avènement de Reagan aux États-Unis et de Margaret Thatcher en Angleterre, tous deux de grands philanthropes, comme chacun sait, et c'est ainsi que la finance est dérégulée. Alors peu à peu, le lobby des rentiers, et d'une façon générale des plus riches, qui ont une peur panique de l'inflation,
parce que l'inflation, pour ces gens, c'est la ruine. Hein. Ils œuvrent pour que l'État s'endette auprès des marchés et non auprès de la Banque de France. En 81, à l'arrivée de la gauche au pouvoir, on a un début de bras de fer entre le Trésor public et la Banque de France, qui est à ce moment-là gouverné par un gouverneur libéral qui provient du gouvernement précédent de Giscard d'Estaing, qui est resté en place et qui fait tout pour contrecarrer la politique de l'État et qui œuvre pour justement la libéralisation et l'indépendance de la Banque de France. En 82, le gouvernement de gauche qui avait entamé ce bras de fer fait un revirement total de sa politique monétaire, bien entendu sous la forte pression des instances européennes et particulièrement de l'Allemagne, et qui se mettent de plus en plus à œuvrer pour le libéralisme, la libéralisation et donc l'indépendance des banques par rapport à l'État. Voilà, donc c'est à ce moment-là que se met en place tout le système que l'on connaît, ultralibéral, avec un financement des marchés, de façon à ce que l'État qui prête, donc la Banque Centrale Européenne, va prêter l'argent à des taux à zéro aux banques privées, lesquelles banques privées vont reprêter aux États à des taux supérieurs, de façon que les États s'endettent de plus en plus et soient à la merci des investisseurs privés. Voilà. Donc nous allons, dans une prochaine partie, dans une seconde partie, étudier ce phénomène et voir comment l'argent, qu'est-ce que ça veut dire et comment il est créé et où ça nous conduit. À tout à l'heure. Merci.